Narcissisme originaire. C'est d'abord la phase symbiotique intra-utérine qui ne permet pas de se détacher de la figure de l'un et du même. Malgré le traumatisme de la naissance, les premiers mois de la vie reconduisent le narcissisme parce que la relation très intense à la mère s'ordonne toujours autour du même, c'est-à-dire de l'affect fusionnel et de l'indifférencié. Stade oral masochiste. La première zone érogène à être valorisée pour ce pervers polymorphe qu'est l'enfant est alors le sein de la mère. Le masochisme est lié à l'ambivalence douleur-plaisir, localisée elle aussi dans la zone buccale, et cela à cause de la douleur dentaire. Stade sadico-anal. L'apprentissage de la propreté et de la maîtrise du corps va être lié à la punition et à toutes les ambiguïtés de celle-ci. La relation à l'autre comme tiers et non plus comme double confus se met en place. Il y a aussi implicitement la mise en place de la fonction du surmoi. Le sadisme vient du fait que l'enfant saisit qu'il peut avoir du pouvoir sur l'autre et qu'il peut en jouer. Stade génital. Il est surtout constitué par la subordination des tendances partielles et des zones au primate de la génitalité. Ce primate anticipe bien sûr sur la reconnaissance de la fonction de la procréation. Stade phallique. Il suppose le passage par le complexe anxiogène dit de castration, mais aussi la reconnaissance de la différence sexuelle ordonnée autour du phallus comme signifiant. Stade du complexe d'Œdipe. Pour Freud, le mythe d'Œdipe faisant apparaître dans la tragédie grecque de Sophocle à la fois un cas d'inceste et de parricide, donne à voir un complexe universel, ainsi qu'un passage obligé dans l'évolution psychologique de l'enfant. La vie libidinale infantile va être amenée à rencontrer nécessairement ce qui est une crise et à surmonter cette crise. Le petit garçon désire la mère, se fait désir du désir de la mère, et cela d'autant plus que l'enfant comble le désir de la mère. Le désir de l'enfant est alors de rester auprès de la mère, dans une sorte de fusion bienheureuse et unifiante. Ce désir d'unité incestueux s'accompagne du désir d'écarter le tiers importun et rival qu'est le père, et cela d'autant plus qu'il y a concurrence des désirs. Le père apparaît comme celui qui va dire la loi et énoncer l'interdit. Il va séparer l'enfant de sa mère et normaliser le désir de l'enfant. Le père apparaît comme le représentant de l'instance sociale et culturelle. Il dit la loi qui dicte l'interdiction de l'inceste et du parricide. L'issue de ce conflit est déterminante pour la structuration du désir de l'enfant, comme pour sa vie désirante à venir. Dépasser l'Œdipe, c'est reconnaître l'interdiction de l'inceste, c'est-à-dire l'interdit symbolique de tout interdit, en faisant sienne la loi du père. Si l'enfant reconnaît la parole du père et accepte le sacrifice premier, il va alors procéder à un remaniement de l'identification désirante, alors que l'identité de départ s'opérait pour le petit garçon autour de la mère. L'identité obtenue à la suite de l'Œdipe va se médiatiser par le père et par le biais du nom du père. Non seulement le petit garçon intériorise alors l'imago correct, mais il va se situer par rapport à la loi et aux normes sociales. Le père constituant ainsi un repère va l'aider à se structurer et à trouver sa propre position par rapport à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ayant appris à sacrifier son désir, l'enfant apprend par là même à séparer le principe de plaisir du principe de réalité. Surmonter l'Œdipe en reconnaissant l'interdit, c'est mettre en place le réel. Si l'Œdipe est un moment constitutif décisif, il n'est pas bien sûr le terme de l'évolution stadiale. Stade prépubertaire. C'est la période de latence et d'endormissement de la vie libidinale entre la fin de l'Œdipe et la puberté. Ce moment caractérisé par le refoulement de la vie sexuelle infantile autorise la construction des formations réactionnelles. Stade génital de la procréation. La période pubertaire déclenche le retour de la sexualité, d'ailleurs plus sous forme de question que de nature, et dans la plupart des cas, les pulsions partielles trouvent à s'ordonner et à s'étayer sur l'instinct de reproduction, but ultime de la génitalité. Toutefois, cette description en stade ne serait que de peu de recours si elle devait être seulement descriptive et non explicative. Il faut en effet reporter ce schéma évolutif à l'étiologie des perversions et des névroses. Une perversion est une motion sexuelle dont le but n'est pas celui de la reproduction et qui parfois s'oppose à la loi. Une névrose est une perversion dont souffre un sujet parce qu'il ne peut obtenir la satisfaction et que cette motion sexuelle est restée à l'état refoulé. D'où viennent perversion et névrose?
Pour Freud, elles sont une trop grande adhérence à la petite enfance. Elles sont constituées par un arrêt ou une fixation à une période de la petite enfance que le sujet dès lors va chercher à revivre. Il écrit dans Introduction à la psychanalyse, « Il peut arriver que toutes les phases préparatoires ne soient pas correctement parcourues et entièrement dépassées. Certaines parties de la fonction peuvent s'attarder d'une façon durable à l'une ou à l'autre de ces premières phases, et l'ensemble du développement présentera de fait un certain degré d'arrêt. » Et dans les 5 leçons sur la psychanalyse, il écrit « Tout processus contient les germes d'une disposition pathologique en tant qu'il peut être inhibé, retardé, entravé dans son cours. Il en est de même pour le développement si compliqué de la fonction sexuelle. Il peut arriver que les instincts partiels ne se soumettent pas tous à la domination des zones génitales. Un instinct qui reste indépendant forme ce qu'on appelle une perversion et substitue au but sexuel normal sa finalité particulière. Les névroses sont aux perversions ce que le négatif est au positif. Ainsi, un être humain qui resterait fixé à un stade primitif de l'évolution libidinale et qui ne pourrait s'opposer à ces investissements jugés non normaux risquerait le dysfonctionnement désirant, la perversion, la névrose, la sublimation. La perversion, le sujet va chercher à satisfaire la pulsion perverse dans la réalité, mais il risque de se heurter à la loi et en conséquence d'en souffrir. La névrose, le sujet se réfugie dans la maladie comme seul moyen pour lui de parler de sa sexualité. Il vit également dans la souffrance, la contradiction entre ses tendances sexuelles et le refoulement. La sublimation, le sujet va trouver un compromis plus tolérable pour lui. Les désirs infantiles vont pouvoir manifester toute leur énergie dans un but estimé plus noble et socialement reconnu. La sublimation est une hypostase apparemment acceptable et désexualisée. Freud écrit « À la fin sexuelle se substitue un objectif plus élevé et de plus grande valeur sociale. Contrairement à la névrose et à la perversion, la sublimation permet alors au sujet de cohabiter avec ses tendances. » Intéressons-nous maintenant à la question du sujet. Dans son introduction à la psychanalyse, Freud compare l'invention de la psychanalyse aux découvertes scientifiques de Copernic d'une part et de Darwin d'autre part. Il voit dans la psychanalyse une troisième blessure narcissique dans l'image que l'homme s'était donnée à lui-même. Il écrit « Avec la recherche psychologique de nos jours, on sait que le moi n'est pas seulement maître dans sa propre maison, mais qu'il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique. » Ainsi, le sujet cartésien était un sujet 1, pensant dans la pure conscience attestée de soi. Le sujet de Freud est un sujet assujetti à l'ordre de l'inconscient et dont le moi n'est plus le phénomène central. Le sujet de Descartes est dominé par l'idée de clarté et d'évidence, alors que pour Freud, la conscience est dépassée par tout ce qu'elle n'arrive pas à voir et qui parfois se joue d'elle. Comme la philosophie de Nietzsche, qui antérieurement à Freud n'avait vu dans la conscience qu'un élément d'importance secondaire. Nietzsche écrit dans La volonté de puissance « Toute espèce de conscience est pauvre et étroite. Ce dont nous avons conscience que c'est peu de choses. » La psychanalyse a elle aussi affirmé que la conscience ne formait qu'une faible partie du psychisme humain. Freud est allé même jusqu'à écrire que l'appareil psychique n'était formé que d'un dixième de conscient pour 9/10 d'inconscient. La différence de Descartes à Freud est la différence du je au ça. Avec Freud, le sens ne se manifeste plus seulement dans le discours de la belle maîtrise, mais aussi dans ses failles et ses accidents. Révolution donc eu égard au sens, puisque les phénomènes signifiants ne sont plus là où la tradition les indiquait. À partir de Freud, il faut concevoir que le sens se manifeste non seulement dans ce que la conscience saisit clairement, mais aussi dans ce qui lui échappe. Non seulement dans la conduite volontaire et assumée, mais aussi dans les gestes non maîtrisés, et qui paraissent de prime abord dépourvus d'intérêt. Le sens alors n'a plus d'immédiateté et d'évidence comme dans la philosophie cartésienne. Loin d'être certain, le sens doit être reconstitué inlassablement analysé et cette analyse ne saurait être une auto-analyse. D'un côté, je ne sais pas ce que je dis et je ne sais pas ce que je fais. D'un autre côté, si je veux espérer savoir, il me faudra en passer par un autre, un tiers, le psychanalyste. En somme, dans l'optique freudienne, le sujet est mal placé pour se connaître lui-même. L'homme est ainsi condamné à méconnaître en lui un point aveugle qui le constitue et le détermine. Au XVIIe siècle, Corneille, dans la pièce Cinna, fait dire à un de ses personnages augustes « Je suis maître de moi-même comme de l'univers ».
La tradition occidentale avait pensé le sujet non seulement comme un foyer de lucidité à l'égard de lui-même, mais aussi comme un centre de volonté. C'est parce que je suis conscient que je peux décider, assumer et en dernier ressort être responsable. Mais bien sûr, la prétention classique à une maîtrise consciente est battue en brèche par la psychanalyse freudienne. Pour Descartes, le sujet est unaire. Avec Freud, le sujet est désormais clivé. Pour Descartes, le sujet agit consciemment. Pour Freud, le sujet est agi par son inconscient. La psychanalyse remet alors en cause l'idée traditionnelle de la responsabilité. Ajoutons à cela qu'elle remet aussi en cause la domination de l'esprit sur le corps, telle que la soutenait l'idéalisme de la tradition. Avec Freud, le corps et la sexualité font entendre leur irrépressible voix. Faisons un petit résumé de tout ce qui concerne la conscience, l'inconscience et le sujet. Déjà la conscience, les définitions. Nous avons vu que étymologiquement la conscience vient de conscienta qui veut dire avec la science. Le sens usuel, être conscient, c'est se rendre compte de, réaliser, attester que. Le sens philosophique, la conscience est l'intuition qu'a l'esprit de ses propres actes, états ou pensées. Descartes identifie la pensée à la conscience et écrit « Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. » La conscience spontanée et la conscience réfléchie. La conscience spontanée est la conscience première, immanente à la présence au monde du sujet. La conscience réflexive est la conscience qui fait retour sur elle-même et se prend pour objet, qui se dédouble et se saisit elle-même. Aussi, l'être humain conscient est-il appelé pour soi, par différenciation d'avec la chose qui est dite être en soi. Le sens moral, la conscience en ce sens serait la faculté qu'aurait l'esprit humain de porter en soi des jugements de type moral. Nous avons longuement parlé de la conscience et du cogito cartésien, avec aussi la philosophie du cogito. Dans la 4e partie du discours de la méthode, Descartes écrit « Je pense donc je suis ». Après avoir douté de tout, Descartes finit par reconnaître que s'il doute de tout, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui doute, et que donc il ne peut douter du fait qu'il existe. Il écrit « Je doute donc je suis », ce qui est l'équivalent de « Je pense donc je suis ». Pour Descartes, la pensée est nécessairement consciente d'elle-même et c'est par cette conscience que l'être humain accède à lui-même. La philosophie de Descartes est une philosophie du sujet et le sujet implique un primate de la pensée consciente. Nous avons vu le sujet conscient dans la philosophie cartésienne. En effet, pour Descartes, la conscience est un pouvoir de mise en lumière qui assure au sujet la transparence à soi et la clarté de l'intelligibilité. En conséquence, le sujet possède une place privilégiée pour savoir qui il est. Être un sujet, c'est ensuite s'appréhender nécessairement en tant que « je ». Ego et cogito ne se séparent pas. Il est rationnel de dire je suis je et il est absurde de dire je suis un autre. C'est alors la conscience qui donne au sujet humain sa véritable identité. La conscience permet enfin à l'homme de se diriger, d'être autonome, de se donner des ordres à lui-même. Par le phénomène de la volonté, l'homme témoigne de la supériorité de la conscience sur le corps et fait preuve de responsabilité. Nous avons également parlé de la notion de conscience dans la philosophie de Sartre, avec la conscience comme intentionnalité. L'intentionnalité est une des caractéristiques essentielles de la conscience pour la philosophie phénoménologique, et elle signifie que toute conscience est conscience d'eux. Il est impossible de séparer le sujet conscient de l'objet saisi par la conscience. Sartre décrit la conscience comme un acte vert, un projet, une projection perpétuelle vers le monde, un éclatement en direction d'eux. En raison de l'intentionnalité, seul l'être humain sera dit existant. En effet, exister veut dire étymologiquement se tenir à l'extérieur de soi. Un objet non conscient n'existe pas. Jean-Paul Sartre dira qu'il insiste. De la même façon, pour différencier la conscience qui est relative au monde de l'objet qui est jeté dans le monde, mais qui, d'une certaine façon, n'y est pas ou plutôt est sans monde. Sartre réservera le concept d'être au monde au sujet humain conscient et celui d'être dans le monde pour l'objet non conscient. Nous avons vu également la conscience comme non-chose. Pour Sartre, ce qui caractérise les choses, c'est leur opacité, leur massivité de substances inertes, leur fermeture à tout, alors que la conscience est tout entière transparence à elle-même, ouverture vers. La conscience est l'autre radical de la chose. Martin Heidegger avait déjà avant Sartre réservé le concept de Dasein à l'être humain conscient. L'être humain est là et il sait qu'il est là. Il est fait d'ouverture au monde et à soi. Et en dernier ressort, cette ouverture est aussi questionnement de l'être. La non-conscience, c'est objet, en soi, fermeture, opacité, insistance, se tenir à l'intérieur d'eux, chose, être dans le monde.
la conscience, c'est sujet pour soi, ouverture, transparence, existence, se tenir à l'extérieur d'eux, Dasein, être au monde. Revenons à l'inconscient. Définition préalable. Il faut différencier 3 termes au préalable. Le non-conscient, c'est l'autre radical de la conscience, comme par exemple la chose. Le préconscient, c'est ce qui n'est pas encore conscient mais qui est susceptible de le devenir. L'inconscient, c'est le concept propre à l'invention de Sigmund Freud et à la psychanalyse. Il s'agit d'un concept paradoxal puisqu'il désigne une pensée qui est en moi mais qui pense sans moi. L'inconscient est une réalité psychique dynamique qui échappe au strict contrôle de la conscience. Il faut rappeler que pour Descartes, le psychisme n'est fait que de conscience. Pour Freud, au contraire, une partie du psychisme humain peut être inconscient. Descartes nous dit « je pense » alors que Freud nous dit « ça pense en moi ». La découverte de l'inconscient par Freud. Sigmund Freud a étayé l'idée de l'existence d'un inconscient chez tout être humain par 3 grands faisceaux de preuves, les névroses, les actes manqués et les rêves. Les névroses et la névrose d'hystérie. Les névroses, et notamment la névrose d'hystérie, sont des maladies mentales dont la cause n'est pas donc d'ordre physiologique. Freud a été mis sur la piste de l'inconscient par le traitement des hystériques par la méthode de l'hypnose à la fin du XIXe siècle. Des hystériques endormis sous hypnose arrivaient à retrouver des souvenirs enfouis et refoulés qui expliquaient leur maladie. De plus, le retour à la conscience de ce qui était refoulé fonctionnait de manière cathartique, ce qui veut dire que les symptômes maladifs disparaissaient. À partir de cela, Freud postula l'existence d'un inconscient, c'est-à-dire de forces psychiques, enfoui et refoulé, mais qui pouvait continuer à travailler, voire à perturber un sujet à son insu. L'inconscient est ce que le sujet se refuse à voir, s'interdit de dire. Il est lié au refoulement. Le refoulement est la pièce maîtresse de l'inconscient, disait Freud. Les actes manqués. L'inconscient ne concerne pas que les sujets souffrant de névrose, mais aussi les sujets soi-disant normaux. Freud a diagnostiqué la présence d'une intention refoulée qui se manifesterait à l'insu des sujets dans les actes manqués, comme par exemple un lapsus ou un oubli. Un acte manqué n'est pas un acte gratuit et dépourvu d'intérêt comme on le croit d'ordinaire. Il est au contraire un sens qu'il importe alors de psychanalyser. Les rêves. Les rêves ont été pour Freud la voie royale vers l'inconscient. Les rêves clairs ou infantiles, ils sont la réalisation imaginaire d'un désir non satisfait dans la réalité. Les rêves d'apparence absurde, ils sont eux aussi l'expression d'un désir, mais ce désir venu de l'inconscient, au lieu de s'exprimer clairement, va être déformé. Freud explique le rêve par un travail psychique, par une activité de déformation. Par exemple, une image de la réalité va être transformée par un symbole. Ainsi, le rêve est-il crypté, et la psychanalyse à rebours est une lecture décryptant le texte caché du rêve. L'inconscient et le refoulement. L'inconscient. Dans sa seconde topique, Freud comprend l'être humain à partir de la tripartition entre le surmoi, le ça et le moi. Le moi n'occupe plus une fonction centrale et décisive, mais il n'est plus qu'une instance intermédiaire. Le refoulement. Le refoulement est dû à la contradiction à l'intérieur d'un être humain entre la part de la nature et la part de la culture, ou si on veut, entre la libido et la loi. Le refoulement est généralement mis en place par l'éducation et les structures sociales qui disent l'interdit, notamment au moment du complexe d'Œdipe. Névroses et perversions. Dans son œuvre, Freud fut amené à reconsidérer la place et l'importance d'une vie libidinale spécifique dans la période de la petite enfance. D'autre part, il a identifié cette vie libidinale infantile à l'inconscient, c'est-à-dire au refoulé. La vie libidinale infantile évolue, selon Freud, en stades successifs. Narcissisme originaire, stade oral masochiste, stade sadico-anal, génital, etc. Et trouve son issue dans le stade dit du complexe d'Œdipe. Par l'Œdipe, l'enfant refuse l'inceste et le parricide et accède à la loi. C'est à partir de cette vie libidinale infantile que Sigmund Freud va rendre raison des mécanismes des perversions et des névroses. Une perversion est un arrêt ou une fixation de la libido à un stade infantile. Une névrose est une perversion, mais une perversion refoulée. La question du sujet. Le sujet de Descartes est conçu comme un sujet unaire, essentiellement conscient. Le sujet de Freud est conçu comme un sujet clivé et dominé par son inconscient. Freud a écrit que l'appareil psychique de l'homme était formé d'un dixième de conscient pour 9 dixièmes d'inconscient.
Dans la tradition classique, le sujet est défini par la conscience, mais il est également le mieux placé pour se connaître lui-même. Pour Freud, l'homme est condamné à méconnaître en lui un point aveugle qui pourtant le détermine. Autrui, le psychanalyste, est alors mieux placé que moi pour savoir qui je suis. À la conception classique faite de maîtrise et de responsabilité, on peut opposer la vision de Freud qui a écrit « Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison ». Pour Descartes, le sujet agit selon sa conscience. Pour Freud, le sujet est agi par son inconscient. Petite interrogation. Essayez de répondre à toutes ces questions pour voir si vous avez bien suivi. Première question. Que signifie le concept de pour soi? Deuxième question. Pourquoi ce concept de pour soi a-t-il reçu cette dénomination de pour soi? Troisième question. Que signifie le concept d'intentionnalité? Quatrième question. Pourquoi le concept d'inconscient psychique est-il contradictoire? Cinquième question. En quoi le développement de la culture peut-il être négatif selon Freud? Sixième question. L'art selon Freud est une formation de compromis. Qu'est-ce que cela veut dire? Septième question. Je suis maître de moi comme de l'univers. Le moi n'est même pas le maître dans sa propre maison. Restituez à chaque fois le nom d'auteur exact ainsi que le titre exact de l'œuvre. Huitième question. Quelle est l'étymologie du terme accusé? À quoi cela a-t-il été rapporté en cours? Neuvième question. Quel rapport Freud a-t-il vu entre une perversion et une névrose? Et enfin, dixième question. Que ne faut-il pas faire à la fin du développement d'une dissertation? Réfléchissez et tentez de répondre à ces 10 questions. Que signifie le concept de pour soi? Pourquoi ce concept de pour soi a-t-il reçu cette dénomination de pour soi? Que signifie le concept d'intentionnalité? Pourquoi le concept d'inconscient psychique est-il contradictoire? En quoi le développement de la culture peut-il être négatif selon Freud? L'art selon Freud est une formation de compromis. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis maître de moi comme de l'univers. Le moi n'est même pas le maître dans sa propre maison. Restituez à chaque fois le nom d'auteur exact ainsi que le titre exact de l'œuvre. Quelle est l'étymologie du terme accusé? À quoi cela a-t-il été rapporté en cours? Quel rapport Freud a-t-il vu entre une perversion et une névrose? Que ne faut-il pas faire à la fin du développement d'une dissertation? Que signifie le concept de pour soi? Le pour soi, c'est l'être humain qui a la spécificité d'être conscient, à la différence de l'en soi qui représente la chose non consciente. Pourquoi ce concept de pour soi a-t-il reçu cette dénomination de pour soi? Cela vient de Hegel et indique la possibilité de la réflexion et du dédoublement. Que signifie le concept d'intentionnalité? Pour Husserl, l'intentionnalité signifie que toute conscience est conscience de, toute conscience est en projet. Pourquoi le concept d'inconscient psychique est-il contradictoire? Le principe de non-contradiction est un principe rationnel. Il s'exprime ainsi. On ne peut pas dire en même temps une chose et son contraire. Il est contradictoire parce que certains philosophes comme Alain ou Sartre ont affirmé qu'on ne pouvait être que conscient ou inconscient, mais qu'il ne pouvait logiquement y avoir de situation d'entre-deux. En quoi le développement de la culture peut-il être négatif selon Freud? À cause du refoulement.
La culture produit un travail de refoulement qui est pathogène. L'humanité créée à cause du refoulement de la pathologie. L'humanité va et ira mal. Nous trouvons cette thèse de Freud dans Malaise dans la culture. Freud insiste longuement sur les dangers culturels de l'inhibition et de la culpabilité. L'art, selon Freud, est une formation de compromis. Qu'est-ce que cela veut dire ? La formation de compromis est une structure de l'appareil psychique, selon Freud. Par exemple, le rêve. Il laisse passer l'inconscient, mais pas totalement, car c'est de l'inconscient déguisé, un compromis. L'art fonctionne exactement comme le rêve. Il est une expression plus libre de l'inconscient, mais il y a encore des conditions et un déguisement. Ce déguisement prend la forme de la sublimation. Je suis maître de moi comme de l'univers. Le moi n'est même pas le maître dans sa propre maison. Restituez à chaque fois le nom de l'auteur exact ainsi que le titre exact de l'œuvre. Je suis maître de moi comme de l'univers. Cinna de Corneille. Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison. Introduction de l'analyse de Freud. Quelle est l'étymologie du terme accusé ? À quoi cela a-t-il été rapporté lorsque nous en avons parlé ? Ad causare, être la cause de, à la différence de ex causare, excuser. Cela était rapporté à l'idée de responsabilité. Il n'y a de responsable qu'un être humain conscient. Quel rapport Freud a-t-il vu entre une perversion et une névrose ? L'usage de la sexualité de manière non reproductrice est une perversion. C'est une entrave par rapport à la sexualité reproductrice car c'est le plaisir qui va compter. Une perversion refoulée est une névrose. Par exemple, l'homosexualité qui est une perversion et la névrose qui peut se traduire par la paranoïa de la jalousie. Que ne faut-il pas faire à la fin du développement d'une dissertation ? Questionner. Voilà tout ce que nous pouvions dire sur l'inconscient. La prochaine fois, nous philosopherons sur autrui. À bientôt.